Ma femme m'a traité de moche devant ses amis et m'a largué au restaurant, me laissant payer le dîner. En s'éloignant, elle a crié d'une voix forte, « Un homme comme toi devrait être content que je sois sorti avec toi. » J'ai souri et j'ai attendu calmement. Ce matin, mon téléphone a explosé, enregistrant 84 appels manqués. Tu sais, certains soirs, on sent que quelque chose cloche avant même que ça commence. Oui, c'était mardi soir pour moi. J'aurais dû me fier à mon instinct quand Hazel a mis une éternité à se préparer, à changer de tenue 3 fois et à consulter son téléphone toutes les 2 minutes comme si elle coordonnait une opération militaire. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté planté là, dans le couloir, à ajuster le col de la chemise bleu marine qu'elle m'avait offerte à Noël dernier. Celle qu'elle a prononcée m'a fait sortir les yeux de leurs orbites et me faire paraître les épaules plus larges. C'est drôle comme les compliments se transforment en armes quand on ne regarde pas. « Tu es prête, ma belle ?» ai-je crié en faisant tinter mes clés. On était déjà en retard pour dîner avec son équipe de travail. Et honnêtement, je n'étais pas ravi de passer ma soirée à bavarder avec des gens qui passaient leur journée à analyser des feuilles de calcul et à se plaindre des manigances du bureau. Mais Hazel était enthousiaste depuis des semaines. Elle n'arrêtait pas de répéter combien il était important que je rencontre la bande correctement. Elle disait que ce serait bien pour nous de socialiser davantage en couple. Le trajet jusqu'au centre-ville était étrange. D'habitude, Hazel bavardait sur sa journée, me demandait comment était la mienne ou jouait les DJ à la radio. Au lieu de ça, elle restait assise là, à faire défiler son téléphone, les lèvres pincées comme si elle retenait quelque chose. Quand je lui ai demandé si tout allait bien, elle a simplement hoché la tête et a dit qu'elle était nerveuse à propos du travail. J'ai cru. Bon sang, j'ai même tendu la main et je lui ai serré la main à un feu rouge, en lui disant que tout irait bien, que ses collègues avaient de la chance de la voir. Le Marco's Italian Kitchen était un de ces endroits qui se donnent trop à fond pour être chic. Lumière tamisée, serviettes en tissu, serveur qui se présente comme s'il passait une audition pour Broadway. On y était déjà allé une fois pour notre premier anniversaire, et c'était parfait, romantique même. Mais y entrer ce soir-là, c'était différent, comme entrer dans un tribunal où tout le monde connaissait déjà le verdict, sauf moi. Ses amis étaient déjà assis à notre arrivée, Ivy, Jessica et un certain Brad de la comptabilité, que j'avais rencontré peut-être 2 fois. Ils ont tous levé les yeux à notre approche, et je jure avoir surpris un échange de regards d'une fraction de seconde. Tu sais ce regard que les gens se lancent quand on est dans le coup? Ouais, celui-là. Salut tout le monde, ai-je dit en tirant la chaise d'Hazel comme toujours. Elle s'est assise sans me regarder, se lançant aussitôt dans une conversation sur une échéance de projet. J'ai commandé une bière, essayé de me joindre à eux lorsqu'ils ont parlé de leur patron, fait quelques blagues qui ont provoqué des rires polis. Tout semblait normal en surface, mais au fond, j'avais l'impression d'être assis sur une ligne de faille. La nourriture est arrivée, un plat de pâtes hors de prix qui avait le goût d'une boîte, et c'est là que les choses ont commencé à déraper. Ivy racontait son week-end, et d'une manière ou d'une autre, ça a dévié vers les relations amoureuses, puis le mariage, puis la rencontre avec la bonne personne. Pendant tout ce temps, Hazel n'arrêtait pas de me lancer des regards par-dessus la table, comme si elle télégraphiait à ses amis quelque chose que je n'arrivais pas à déchiffrer. Puis Jessica, la douce Jessica, qui avait toujours été amicale avec moi lors des fêtes d'entreprise, m'a soudain regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Alors, tu fais quoi déjà ?» Comme si elle avait oublié. On n'avait pas parlé de mon travail de responsable logistique à l'entrepôt il y a à peine 2 mois, à leur fête de Noël. J'ai réexpliqué, en gardant le ton léger, mais je sentais la température chuter de quelques degrés. C'est là qu'Hazel m'a enfin regardé. Vraiment regardé. Et ce que j'ai vu dans ses yeux, ce n'était ni de l'amour, ni de l'affection, ni même du respect élémentaire. C'était quelque chose de froid et de calculateur, comme si elle me mesurait à un critère invisible et me trouvait incompétente. Franchement, a-t-elle dit, sa voix résonnant dans notre petite partie du restaurant. Tu es vraiment moche. Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle. Non pas parce qu'elles étaient vraies ou fausses, mais à cause de la désinvolture avec laquelle elle les prononçait. Comme si elle commentait la météo, comme si elle commandait un dessert. Ses amis se mirent à rire, de vrais rires, comme si nous étions au collège, et je sentis mon visage s'embuer. Mais Hazel n'avait pas fini. Elle se leva, recula légèrement sa chaise et jeta sa serviette sur son assiette à moitié mangée. Un homme comme vous, dit-elle d'une voix plus forte, s'assurant que le couple à la table d'un accent grave côté entende chaque mot. Vous devriez être reconnaissante d'être sortie avec vous. Puis elle sortit comme ça.
sans explication, sans au revoir, sans reconnaissance pour les 2 années que nous avions passées à construire notre vie ensemble. Ses amis se précipitèrent pour la suivre, me laissant assise là avec un plat à peine touché et une table pleine de questions auxquelles je ne pouvais répondre. Le serveur apparut à mes côtés comme un fantôme, l'air aussi mal à l'aise que moi. « Vous aurez besoin de l'addition, monsieur ? 428 $. Voilà ce que m'a coûté notre dernier repas ensemble. J'ai payé avec ma carte de crédit, celle qui accusait encore des dettes pour les achats de Noël, suite à l'achat de ces bijoux hors de prix qu'Azel me faisait miroiter depuis des mois. Mes mains étaient fermes tandis que je signais le ticket de caisse, ajoutant un généreux pourboire, car rien de tout cela n'était la faute du serveur. Le plus étrange, c'est que je n'étais pas en colère. Pas encore. Je me sentais vide, comme si quelqu'un avait plongé ma main dans ma poitrine et m'avait arraché tout ce qui faisait de moi ce que j'étais. Je suis resté assis là pendant 10 minutes supplémentaires, sirotant le reste de ma bière, regardant les autres couples rire, partager leur dessert et être normaux. Mais quelque part dans ce silence, quelque chose a changé. Peut-être était-ce la façon dont le vieil homme assis à la table du coin souriait à sa femme lorsqu'elle renversait de la sauce sur son chemisier. Peut-être était-ce le fait de réaliser qu'Azel ne m'avait jamais regardé comme ça. Même pas au début. Quoi qu'il en soit, je me suis senti sourire. Pas un sourire de joie, mais quelque chose. Qu'elle était préoccupée par ma santé mentale et pensait que j'avais besoin d'une aide professionnelle. Ma mère, bénit son cœur, écoute poliment environ 5 minutes avant de la couper. Azel, chérie, je connais mon fils depuis 32 ans. Si quelqu'un a besoin d'aide professionnelle ici, ce n'est pas lui. La paille finale est arrivée un jeudi soir lorsqu'elle s'est présentée à nouveau dans mon immeuble. Cette fois, elle n'était pas ivre. Elle était sobre froide en pierre et portant une boîte en carton. Elle a dû parler son chemin au-delà du gardien de sécurité de la nuit parce que soudain, elle se tenait devant ma porte, ne battait pas cette fois, mais frappant doucement. « David, j'ai ramené vos affaires. Pouvons-nous s'il vous plaît parler pendant 5 minutes ?» J'ai regardé à travers le coup de pied. Elle avait l'air terrible, mince, pâle, comme si elle n'avait pas dormi. Pendant une seconde, je me suis presque senti désolé pour elle. Laissez simplement la boîte près de la porte, Azel. S'il vous plaît, 5 minutes. Je veux excuse. Contre mon meilleur jugement, j'ai ouvert la porte mais j'ai gardé la serrure de la chaîne engagée. Elle a levé la boîte. C'était plein de choses que j'avais oubliées chez elle. Mon sweatshirt universitaire, quelques livres, ma brosse à dents électrique. Je sais que j'ai été difficile ces derniers temps, a-t-elle dit. Mais tu me manques. Nous me manquait. J'ai regardé cette femme qui avait passé 2 semaines à essayer de détruire ma vie et ne ressentait absolument rien. Pas de colère, pas de tristesse, pas même de pitié, juste du vide. Azel, dis-je tranquillement. Il n'y a plus de nous. Il n'y avait peut-être jamais eu. J'ai fermé la porte et éteint toutes les lumières. Quand j'ai coché 1 heure plus tard, la boîte avait disparu. 3 mois plus tard, je suis assis dans mon nouvel appartement. Ouais, j'ai bougé, en train de prendre le petit déjeuner et de regarder le lever du soleil à travers des fenêtres qui ont vraiment une lumière décente. C'est plus petit que l'endroit Azel et j'ai partagé, mais c'est le mien. Chaque meuble, chaque photo sur le mur, chaque tasse de café de l'armoire, toutes choisies par moi pour moi. La situation professionnelle a fonctionné mieux que ce à quoi je m'attendais. Après la petite campagne de Azel pour détruire ma réputation, mon patron Kevin m'a en fait offert une promotion. Il s'avère que ces fausses critiques et ces appels téléphoniques fous l'ont simplement rendu instable et je ressemble à quelqu'un qui avait besoin du soutien de leur entreprise. Je gère maintenant toute la division de la chaîne d'approvisionnement avec un salaire qui me permet de me permettre cet endroit sans colocataire ni co-signature. Riley et moi prenons le déjeuner 1 fois par semaine, généralement dans ce même restaurant où elle m'a dit la vérité sur les mensonges de Azel. Elle est devenue une vraie amie. Le genre qui appelle quand vous n'avez pas envoyé un texto dans quelques jours, non pas parce qu'elle vous vérifie, mais parce qu'elle veut vraiment savoir comment vous allez. La semaine dernière, elle a amené son petit ami au déjeuner, un ingénieur logiciel nommé Marc, qui fait des jeux de mots terribles et l'adore évidemment. Ils sont bons ensemble. Malcolm m'envoie toujours des captures d'écran chaque fois que Azel publie quelque chose de nouveau, qui est de moins en moins de nos jours. La dernière fois que j'ai entendu, elle était retournée avec ses parents et voyait un thérapeute. Sa présence sur les réseaux sociaux appartenant de la femme méprisée cherchant justice a des citations inspirantes sur la guérison et la croissance. J'espère qu'elle guérit.
J'espère qu'elle comprend tout ce qui s'est cassé en elle qui lui a fait penser que l'amour était quelque chose à avoir honte. Parfois, je reçois des SMS de faux numéros, généralement justes, et « Où pouvons-nous parler ?» Et je sais que c'est elle. Je ne réponds plus. Il ne reste plus rien à dire. Elle a fait son choix quand elle a décidé que je n'étais pas assez bonne pour son image publique. Et j'ai fait le mien quand j'ai décidé que j'étais trop gentil pour accepter ce traitement. Ce qui est drôle, c'est que je ne sors pas beaucoup ces jours-ci, mais quand je le fais, je dis aux femmes exactement ce que je fais dans la vie en tête. Je gère les chaînes d'approvisionnement pour une entreprise de logistique. Je coordonne les horaires d'expédition et optimise les systèmes d'inventaire. Et tu sais quoi? Le bon type de femme trouve cela intéressant. Le bon type de femme pose des questions de suivi et veut comprendre comment fonctionne le monde. Hazel avait tort sur une chose. Un homme comme moi n'a pas besoin d'être reconnaissant pour les restes d'affection de quelqu'un qui est gêné par son existence. Un homme comme moi mérite quelqu'un qui est fier d'être vu avec lui. Quelqu'un qui se vante de son éthique de travail au lieu d'inventer des carrières fictives pour impressionner ses amis. Je suis plus fort maintenant, plus silencieux peut-être, mais plus net. Je sais ce que je vaux et je sais ce que je n'accepterai pas. Et si le prix de ces connaissances était un dîner horrible et 3 mois de chaos, alors cela valait chaque putain de centime de cette facture de 428 $. Ces jours-ci, quand je souris, je le pense. D'autres? Une forme de patience. Je suis sorti de la cuisine italienne de Marco ce soir-là, sachant que ma vie venait de changer à jamais. Je ne savais pas encore si c'était pour le meilleur ou pour le pire. Le silence dans ma voiture était assourdissant. Pas le calme douillet qu'on ressent quand on roule vitre baissée un dimanche après-midi, mais ce silence pesant, étouffant, qui vous serre les tympans et vous donne envie de hurler pour le briser. Je suis resté assis sur le parking devant Marcos pendant une vingtaine de minutes, le moteur en marche, le chauffage à fond, les yeux rivés sur le néon qui clignotait sur le pare-brise. Mon téléphone vibrait sans arrêt depuis que j'avais quitté le restaurant, mais je n'arrivais pas à le regarder. Une partie de moi espérait que c'était Hazel qui appelait pour s'excuser, pour dire qu'elle avait perdu la tête l'espace d'un instant et qu'elle voulait rentrer à la maison pour en discuter comme des adultes. Mais au fond, je savais que ce n'était pas le cas. Son regard lorsqu'elle m'a traité de moche n'était pas une folie passagère. C'était planifié. C'était délibéré. Le trajet du retour m'a donné l'impression d'être sous l'eau. Chaque feu rouge durait une éternité. Chaque virage me semblait anormal, comme si je naviguais dans la vie de quelqu'un d'autre. Je n'arrêtais pas de m'apercevoir dans le rétroviseur. Les mêmes yeux marrons, le même nez légèrement crochu que j'avais cassé en jouant au football américain au lycée. Le même visage avec lequel je vivais depuis 32 ans. Quand exactement étais-je devenu laid aux yeux de la femme qui me traçait le contour de la mâchoire du doigt quand elle me croyait endormi? Notre immeuble avait changé quand je suis arrivé au parking. Plus petit, comme s'il avait rétréci pendant mon absence. Ou peut-être le voyais-je avec un autre regard. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 7e étage, j'ai emprunté ce couloir familier avec le luminaire grillé dont nous nous plaignons à la direction depuis des mois. C'est drôle comme on remarque ce genre de détails quand le monde s'écroule. À l'intérieur, tout était exactement comme nous l'avions laissé. La tasse de café d'Hazel était toujours posée sur le comptoir de la cuisine, un filet de rouge à lèvres autour. Sa veste drapée sur le dossier du canapé. Ce coussin débile dont elle avait insisté pour que nous en ayons besoin parce qu'il harmonisait la pièce. Tous les petits morceaux de la vie que nous avions construite ensemble, posés là comme si rien n'avait changé. J'ai desserré ma cravate et me suis affalé dans mon fauteuil. Celui qu'Hazel disait toujours trop grand pour le salon, mais dont j'avais refusé de me débarrasser parce que mon père me l'avait offert en déménageant. C'était la seule chose honnête dans l'appartement. Je fixais le mur où nous avions accroché nos photos de mariage. Tous ces visages souriants qui me regardaient comme s'ils appartenaient à des inconnus. C'est là que ça m'a frappé. Vraiment frappé. Pas la colère ou la douleur, mais les questions. Depuis combien de temps ressentait-elle cela? Combien de fois m'avait-elle regardé de l'autre côté de la table ou dans le lit à côté d'elle en pensant à ma gratitude? Combien de conversations avec ses amis avaient commencé par des plaintes d'être coincées avec quelqu'un comme moi? J'ai commencé à repasser notre relation comme un film, à la recherche d'indices que j'avais manqués. La façon dont elle s'habillait davantage pour le travail, mais restait en jogging à la maison. Comment elle avait arrêté de poster des photos de nous ensemble sur les réseaux sociaux, mais continuait à prendre des selfies. Les soirs où elle s'éloignait de moi au lit, prétextant qu'elle était trop fatiguée,
mais je la retrouvais sur son téléphone sous les couvertures 1 heure plus tard. Vers minuit, je me suis levé et je me suis fait un sandwich d'un des fromages suisses sur le bon pain qu'elle avait acheté dans cette boulangerie hors de prix du centre-ville. Je me suis aidé à rester debout au comptoir de la cuisine à regarder les lumières de la ville, me demandant si c'était ça la liberté ou si j'étais juste engourdi. Mon téléphone s'est allumé sur le comptoir. Un texto de Malcolm, mon pote du boulot. « Mec, tu vas bien ? J'ai vu le post d'Hazel. » Un post ? Quel post ? Je n'avais pas vérifié Instagram depuis avant le dîner. Mais soudain, mes mains se sont mises à trembler en ouvrant l'application. Le voilà. Posté il y a 2 heures. Un selfie d'Hazel dans un bar du centre-ville. Maquillage parfait, sourire éclatant, entouré de ses collègues. La légende disait, la liberté me va bien. Le vernis à ongles scintille dièse nouveau chapitre dièse je vis ma meilleure vie. La liberté, comme si je l'avais retenue prisonnière pendant 2 ans. Comme si notre mariage avait été une sorte de peine de prison. Elle s'était enfin échappée. Les commentaires s'accumulaient déjà. Des émojis cœur et hop, ma belle, est tellement fière de toi de la part de gens qui ne savaient même pas ce qui s'était passé. Des gens qui pensaient célébrer sa libération de quoi ? De moi ? J'ai parcouru ses autres publications récentes, des photos d'événements professionnels où je n'étais pas invité, de dîners avec des amis que je n'avais jamais rencontrés, de sorties shopping, de journées au spa et de soirées entre filles qui, curieusement, ne mentionnaient jamais la présence d'un mari à la maison. C'était comme si j'avais été effacé de sa vie petit à petit, si progressivement que je ne l'avais même pas remarqué. Mais voilà ce qui m'a vraiment touché, sur chaque photo, elle avait l'air heureuse. Pas faussement heureuse ni trop heureuse, mais véritablement rayonnante, comme la version d'elle-même qu'elle était lors de notre première rencontre. À l'époque où elle riait. À mes mauvaises blagues, à me piquer des bouchées de nourriture et à m'envoyer des pensées au hasard tout au long de la journée. Quand avait-elle cessé d'être cette personne avec moi ? Quand étais-je devenu l'obstacle à son bonheur au lieu de celui qui y contribuait ? J'ai fermé Instagram et ouvert l'application Notes sur mon téléphone, j'ai commencé à écrire, puis je me suis arrêté, puis j'ai recommencé. Qu'est-ce que j'essayais de dire ? Désolé d'être moche. Désolé de ne pas être assez bien. Désolé d'avoir cru qu'on construisait quelque chose ensemble pendant qu'elle planifiait sa fuite. À 2 heures du matin, j'ai finalement posé le téléphone et ouvert le carnet que je gardais sur la table basse. Celui où je notais parfois des listes de courses, des numéros de téléphone ou des pensées au hasard. Mais cette fois, j'ai écrit quelque chose de différent. Et maintenant ? 2 mots. Mais c'était comme la première chose honnête que je disais de la journée. Pas comment la récupérer ou qu'ai-je fait de mal ? Juste et maintenant ? Parce qu'assis là, dans cet appartement silencieux, entouré des vestiges d'une vie qui semblait plus importante pour moi que pour elle, j'ai réalisé que j'avais un choix à faire. Je pouvais passer le prochain quelques semaines ou quelques mois à essayer de comprendre où nous avions fait fausse route, à analyser chaque conversation, chaque dispute, chaque instant de distance. Je pouvais appeler ses amis, aller à son travail, essayer de la convaincre que nous valions la peine de nous battre. Je pouvais m'excuser et promettre de devenir la version de moi-même qu'elle voulait que je sois. Ou je pouvais accepter que parfois les gens s'éloignent. Que parfois l'amour ne suffit pas. Que parfois la personne avec qui on pensait passer l'éternité décide que l'on n'en vaut plus la peine. Je pouvais la laisser prendre sa liberté et découvrir à quoi ressemblait la mienne. L'appartement était encore silencieux, mais il semblait différent. Pas vide, juste en attente, comme si elle retenait son souffle, de voir ce que j'allais faire ensuite. Je me suis réveillé sur le canapé à 6h47, mon téléphone s'emballant complètement. Pas le léger bourdonnement d'un ou deux SMS, mais cette vibration rapide qui signifie que quelqu'un est mort ou en grave danger. J'avais mal au cou à force de dormir dans un angle bizarre. Et pendant environ 3 secondes, j'ai oublié tout ce qui s'était passé. Puis la réalité m'est revenue comme un train de marchandises. 84 appels manqués. 84 Je me suis redressé, me frottant les yeux, essayant de déchiffrer la liste des appelants qui défilaient sur mon écran. Hazel. 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 Ivy. Hazel. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Tasha. La cousine d'Hazel. Hazel. Conrad. Son patron. Hazel. Encore. L'horodatage indiquait qu'ils avaient commencé vers 5 heures du matin et qu'ils ne s'étaient pas arrêtés.
Ma première pensée a été qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Peut-être qu'Azel avait eu un accident ou qu'un membre de sa famille était blessé. Et malgré tout ce qui s'était passé la nuit dernière, ils avaient besoin de moi. C'est ça, quand on tient à quelqu'un pendant 4 ans. On ne coupe pas les appels juste parce qu'on a été blessé. L'instinct reprend toujours le dessus. J'allais rappeler Azel quand ma sonnette a retenti. Pas la simple et polie sonnerie d'un livreur, mais ce bourdonnement agressif et répété qui signifie que quelqu'un est soit très excité, soit très énervé. Je suis allé à la porte en titubant, vêtu de ma chemise froissée de la veille, et je m'attendais à voir Azel debout, prête à s'excuser ou à poursuivre la dispute que nous avions apparemment déclenchée. Au lieu de cela, c'était Malcolm qui tenait 2 tasses de café de l'épicerie du bas et arborait le genre d'expression que les gens prennent lorsqu'ils s'apprêtent à annoncer une mauvaise nouvelle. « Mec », dit-il en me poussant pour entrer dans l'appartement. « Tu devrais peut-être t'asseoir, mec. Il n'est même pas 7 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe ?» Malcolm me tendit un café et s'assit au bord du canapé où j'avais passé la nuit. Il portait encore ses vêtements de travail de la veille, ce qui signifiait qu'il avait probablement passé la nuit debout lui aussi. Malcolm travaillait à la sécurité dans l'immeuble de bureau où l'entreprise d'Azel louait 3 étages, et c'est là que nous nous étions rencontrés. Il était au courant de tous les potins du bureau, parfois avant les personnes concernées. Alors, tu sais comment Azel raconte à tout le monde au travail qu'elle est mariée à un analyste financier de haut vol ? J'ai failli m'étouffer avec mon café. Quoi ? Je travaille dans la logistique. Elle le sait. Tout le monde le sait. Ouais. Enfin, apparemment pas tout le monde. Tu vois, Azel a brossé le tableau de sa vie de famille à ses collègues, parlant de tes stratégies de gestion de portefeuille, de tes réunions clients et de tes voyages constants en avion pour consulter des entreprises du Fortune 500. Je l'ai regardé fixement. Mec, je coordonne les plannings d'expédition et je gère les bases de données des stocks. L'endroit le plus exotique où je voyage, c'est l'entrepôt dans le New Jersey. Je le sais et vous le savez. Mais tout son bureau vous prend pour un ponte de Wall Street. Elle leur a même montré de fausses cartes de visite à votre nom, provenant d'une société d'investissement fictive. La pièce s'est mise à tourner. Pourquoi a-t-elle fait ça ? Malcolm s'est frotté le front comme s'il avait mal à la tête. Parce qu'elle était candidate à une promotion, un poste d'analyste senior, une grande course, un bureau de direction, tout ça. Et une partie de son argumentaire auprès de la direction portait sur sa vie familiale stable et sur la façon dont la réussite de son mari dans la finance ferait d'elle un atout précieux pour le réseautage de l'entreprise. Vous plaisantez. J'aimerais bien. Mais c'est là que ça se gâte. Ce dîner d'hier soir, celui où elle vous a humilié publiquement et est partie. Oui, je m'en souviens assez bien. Enfin, elle a dit à ses amis que c'était censé être un dîner de fête. Elle comptait annoncer sa promotion et présenter son mari, qui a réussi, à l'équipe. Le seul problème, c'est qu'elle n'a pas eu la promotion. J'ai découvert hier après-midi qu'il l'avait donnée à quelqu'un d'autre. Alors, au lieu d'être l'étoile montante du succès, avec un mariage parfait, elle n'était qu'une Azel ordinaire avec un mari gérant d'entrepôt. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais le tableau était plus laid que je ne l'avais imaginé. Alors elle a décidé de me larguer publiquement. C'est ce qu'il semble. Sauf que son plan a échoué de façon spectaculaire. Comment ? Malcolm a sorti son téléphone et m'a montré une capture d'écran de ce qui ressemblait à un forum interne de l'entreprise, car Conrad, son patron, a vu sa publication Instagram hier soir. La liberté me va bien. D'abord, il a commencé à lui demander pourquoi elle célébrait sa libération de son mari alors qu'elle venait de passer les 6 derniers mois à leur dire combien tu étais encourageante et réussie. J'étais malade. Bon sang, c'est pire. Il s'avère que lorsque Conrad a commencé à creuser, il a découvert les fausses cartes de visite et les mensonges sur ton travail, et le fait qu'elle avait utilisé ton prétendu succès pour justifier sa promotion. Elle n'a pas été virée, si ? Malgré tout, je ne voulais pas qu'Azel perde son travail. Pas virée, mais elle est sûre. Mise à l'épreuve. Conrad a parlé de déformation de la situation personnelle à des fins professionnelles. En gros, du jargon d'entreprise pour dire « on ne peut plus vous faire confiance ». Je me suis rassise dans mon fauteuil, essayant de digérer la situation. La femme avec qui j'étais marié depuis 2 ans menait une double vie en utilisant une version fictive de moi pour faire avancer sa carrière. Et quand tout s'est effondré, elle a décidé de détruire publiquement la vraie moi au lieu d'admettre la vérité. Il y a plus, dit Malcolm doucement.
Comment peut-il y avoir plus? Elle a dit aux gens. Que tu étais violent, contrôlant, que tu ne la laissais pas avoir d'amis ni sortir sans toi. Elle peint hier soir comme si elle avait enfin trouvé le courage de quitter une relation malsaine. La tasse de café m'a glissé des mains et a heurté le sol, projetant un liquide brun sur le parquet. Quoi? Je l'ai entendu moi-même ce matin en faisant ma tournée. Elle était au téléphone dans le hall en pleurs, racontant à quelqu'un que tu consultais son téléphone et que tu l'isolais de ses amis, et qu'elle avait tellement peur de partir parce que tu l'avais menacée. Je me suis levé si vite que la pièce a basculé. C'est dingue. Je n'ai jamais vu Malcolm, tu me connais. Je n'ai jamais levé la main sur elle. Je n'ai même jamais élevé la voix vers elle. Je sais, mec. Je sais. Mais elle prend les choses en main, elle essaie de contrôler le récit avant que la vérité ne se sache. Mon téléphone s'est remis à vibrer. Cette fois, c'était un numéro que je ne connaissais pas, mais j'ai quand même répondu. Allô? C'est David? Une voix de femme. Professionnelle mais chaleureuse. Ouais. Qui est-ce? C'est Riley de Morrison & Associates. Je travaille avec Hazel. Je pense qu'il faut qu'on parle. J'ai regardé Malcolm qui hochait déjà la tête comme s'il savait que cet appel allait arriver. À propos de quoi? De la vérité et de ce qu'elle raconte à tout le monde sur toi. Pourquoi? Après avoir raccroché, Malcolm et moi sommes restés assis en silence quelques minutes, à regarder la tache de café s'étendre sur le sol. Finalement, il a pris la parole. Tu sais ce qui est dingue? Pendant tout ce temps, elle avait honte de qui tu étais vraiment. Mais la personne qu'elle s'était inventée, le financier prospère, ce type n'est même pas la moitié de ce que tu es réellement. J'ai regardé l'appartement. Notre appartement qui m'a soudain semblé être une scène de crime où ma vie avait été assassinée. Oui, j'ai dit, dommage que ce ne soit pas bien, ça paie pas les factures. Mais même en le disant, je savais que ce n'était pas le vrai problème. Le vrai problème, c'était que je vivais avec une inconnue qui portait le visage de ma femme, et je venais tout juste de découvrir qui elle était vraiment. J'ai passé les 4 heures suivantes à arpenter mon appartement comme un animal en cage, à consulter mon téléphone toutes les 2 minutes et à essayer de comprendre ce que Riley pouvait bien vouloir me dire. Son nom me disait quelque chose, mais je n'arrivais pas à identifier son visage. L'avais-je rencontrée à une soirée professionnelle d'Hazel? Était-elle de ceux qui s'étaient moqués de moi hier soir? À midi, j'avais changé de vêtements 3 fois et répété une douzaine de conversations dans ma tête. Une partie de moi se demandait s'il s'agissait d'un coup monté. Peut-être qu'Hazel avait envoyé Riley rassembler des munitions pour l'histoire qu'elle racontait sur notre mariage. Mais une autre partie de moi, lasse de vivre dans l'ignorance, avait besoin de savoir ce qui se passait vraiment. Nous avions convenu de nous retrouver dans un petit restaurant appelé Murphy's, à 6 pâtés de maison du bureau d'Hazel. Le genre d'endroit avec des banquettes en vinyle rouge et des serveuses qui y travaillent depuis l'administration Carter. Je suis arrivé 15 minutes en avance et j'ai pris une banquette d'angle d'où je pouvais voir la porte, j'ai commandé un café et j'ai attendu. Riley est entrée à 12h30 précise et je l'ai immédiatement reconnue. C'était la femme de la fête de Noël de l'entreprise d'Hazel l'année dernière. Celle qui avait complimenté ma blague affreuse sur les tableurs et semblait sincère. Américaine d'origine asiatique, probablement la trentaine, avec des cheveux noirs mi-longs et cette assurance que l'on ressent lorsqu'on sait exactement ce que l'on vaut. Elle portait un blazer bleu marine et un jean, professionnel, mais sans trop en faire. David. Elle s'est approchée de ma table avec un sourire prudent. C'est moi, Riley. Bien. Bien. Elle s'est glissée dans le box en face de moi et a immédiatement commandé un café quand la serveuse est apparue. Merci de me recevoir si vite. Je n'étais pas sûr que tu veuilles parler à quelqu'un du travail d'Hazel en ce moment. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que je veux, mais je suppose que j'ai besoin d'entendre ce que tu es venu dire. Riley a serré les mains autour de sa tasse de café comme si elle essayait de la réchauffer, même s'il faisait probablement 21 degrés Celsius dans le restaurant. D'abord, je te dois des excuses pour hier soir. J'étais à ce dîner et quand Hazel t'a dit ces choses, j'ai ri. J'ai vraiment ri et j'en suis dégoûté depuis. J'ai scruté son visage, cherchant des signes de comédie, mais je n'ai vu que de sincères regrets. Tu as trouvé ça drôle que ma femme me traite de moche devant un restaurant bondé? Non. Mon Dieu, non. J'ai cru à une blague. Comme une blague vraiment noire et tordue entre couples mariés. Tu sais, certains couples ont ces plaisanteries bizarres où ils se critiquent mutuellement.
J'ai cru que c'était ça. Quand j'ai compris qu'elle était sérieuse, quand j'ai vu ton visage, elle a secoué la tête. J'ai voulu disparaître, mais tu n'as rien dit. Non, je n'ai rien dit. Et ça me rend complice. Ça me rend aussi mauvais que ceux qui étaient dans le coup. Dans quoi exactement? Riley a pris une longue gorgée de café comme si elle gagnait du temps pour trouver comment expliquer quelque chose de compliqué. David, que sais-tu de ce que Hazel raconte à ses collègues? D'après mon ami Malcolm, pas mal de choses. Apparemment, je suis un analyste financier prospère qui voyage à travers le pays pour conclure des accords avec des entreprises du Fortune 500. C'est en fait la partie émergée de l'iceberg. Riley a fouillé dans son sac et en a sorti un classeur manille. J'ai imprimé quelques trucs. Des captures d'écran de messages internes, de ce qu'elle a posté sur le canal Slack de l'entreprise. Je ne devrais probablement pas vous montrer ça, mais après hier soir, la politique de l'entreprise ne m'intéresse plus vraiment. Elle a ouvert le classeur et a étalé plusieurs pages imprimées sur la table entre nous. La première était un fil de discussion d'il y a 3 mois, où Hazel discutait de la dernière acquisition de son mari et de son impact potentiel sur leur projet de week-end. La seconde était une conversation Slack où elle se plaignait de devoir assister à un autre dîner client de David, mais mentionnait que les opportunités de réseautage en valaient la peine. Mon Dieu, ai-je murmuré en parcourant les documents. Elle s'est vraiment investie dans cette histoire. Oh, il y a pire. Regardez celle-ci. Riley m'a montré une version imprimée de ce qui ressemblait à une enquête interne de l'entreprise sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. En réponse à une question sur le soutien familial, Hazel avait écrit un paragraphe expliquant combien elle était reconnaissante d'avoir un mari qui comprenait les exigences de sa carrière, car son propre travail dans le capital investissement et le conseil en investissement l'occupait tout autant. Le capital investissement. Je gérais les bordereaux d'expédition pour un entrepôt. Je sais. Et le plus embêtant, c'est qu'elle excellait dans son travail grâce à ses propres mérites. Hazel est intelligente. Elle est organisée. Elle connaît le secteur sur le bout des doigts. Elle n'avait pas besoin de se forger ce fantasme complexe sur sa vie de famille pour réussir. Mais pour une raison inconnue, elle l'a fait quand même. Je me suis adossé à la banquette, essayant de tout assimiler. Malcolm m'a annoncé qu'elle était candidate à une promotion, au poste d'analyste senior. Et oui, une partie de son argumentaire auprès de la direction incluait la présentation de sa famille stable et des avantages que les relations de son mari dans le monde de la finance pourraient apporter à l'entreprise. Elle a même évoqué la possibilité d'attirer de nouveaux clients grâce à son réseau professionnel, un réseau qui n'existe pas, n'est-ce pas? Et quand la promotion est allée à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui, soit dit en passant, était plus qualifié et n'avait pas basé sa candidature sur des réalisations conjugales fictives, elle a perdu la boule. Riley a sorti une autre feuille de papier. Celle-ci, une capture d'écran de SMS. Il date d'hier après-midi, juste après qu'elle a appris la promotion. Ils sont entre elle et Ivy, qui est assise dans le box à côté du mien. J'ai lu les messages, mon estomac se serrant à chaque ligne. Hazel, je ne l'ai pas reçu. Ils l'ont donné à Peterson. Ivy, je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que tu vas faire? Hazel, je ne sais pas. Tout le monde va découvrir que j'ai inventé la moitié des histoires sur David. Astérisque Ivy, il est peut-être temps de dire la vérité. Astérisque Hazel, la vérité est embarrassante. Je suis marié à un responsable d'entrepôt qui porte les mêmes 3 chemises à chaque soirée et pense qu'Olive Garden est un restaurant gastronomique. Astérisque Ivy Hazel, j'en ai marre. J'en ai assez de faire semblant que c'était la vie que je voulais. J'en ai assez d'être reconnaissant pour les miettes. Elle a envoyé ça 1 heure avant ton dîner, dit doucement Riley. Ce n'était pas une crise spontanée. David, c'était planifié. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans la poitrine. Elle avait prévu de m'humilier en public parce qu'elle n'avait pas eu de promotion au travail. On dirait. Mais voilà ce à quoi elle ne s'attendait pas. Les gens parlent. Et quand la nouvelle de ce qui s'était passé au dîner s'est répandue et que Conrad a vu sa publication Instagram célébrant sa liberté, il a commencé à poser des questions. Quel genre de questions? Le genre de questions qui lui ont permis de découvrir les fausses cartes de visite qu'elle montrait aux gens, les histoires inventées sur ton travail et le fait qu'elle avait menti à toute l'entreprise pendant des mois sur sa vie privée. Riley se pencha en avant, l'air sérieux. David, elle a de sérieux ennuis au travail.
Conrad l'a convoquée à son bureau ce matin et l'a mise en probation administrative. Elle pourrait perdre son emploi à cause de ça, et c'est pour ça qu'elle raconte que j'ai été violente pour brouiller les pistes. C'est mon avis. Si elle peut se présenter comme la victime d'une relation autoritaire, alors peut-être que les gens comprendront mieux ses mensonges. Peut-être verront-ils qu'elle essaie de se protéger plutôt que de faire avancer sa carrière par la tromperie. J'ai regardé les documents étalés sur la table. La preuve d'une double vie que je n'avais jamais soupçonnée. Riley, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi me dis-tu ça? Pourquoi t'en mêles-tu? Tu me connais à peine. Elle est restée silencieuse un instant, remuant son café avec une cuillère en plastique. Parce que j'ai vécu ta situation. Pas exactement, mais presque. Mon ex-mari disait que j'étais représentante pharmaceutique plutôt qu'analyste de données, parce qu'il trouvait ça plus impressionnant. Il inventait des histoires sur mon travail, mon salaire, mes responsabilités, tout ça pour se donner une meilleure image. Que s'est-il passé? Je l'ai découvert quand quelqu'un, à une soirée, a commencé à me poser des questions sur les échantillons de drogue et les structures de commission, et je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. Il s'est avéré qu'il utilisait ma carrière fictive pour se créer des opportunités commerciales. Quand je l'ai confronté, il a dit qu'il embellissait mon image et que je devrais être reconnaissante qu'il me fasse paraître plus prospère que je ne l'étais en réalité. C'est horrible. Le fait est que, quand quelqu'un que vous aimez commence à traiter votre vie réelle comme si elle n'était pas suffisante pour son image publique, ce n'est pas à cause de vous. C'est à cause d'eux et de ce qu'Azel vous a fait hier soir. C'était à cause de sa honte, de son insécurité et de ses priorités chaotiques. Ce n'était pas à cause de votre incompétence. C'était à cause de son manque de courage pour assumer sa vie réelle. Riley a rassemblé les papiers et les a remis dans le dossier. Je les ai apportés parce que je pensais que vous méritiez de connaître la vérité. Toute la vérité. Et parce que je voulais que vous sachiez que tous ceux qui étaient là hier soir ne pensent pas que vous méritiez ce qui vous est arrivé. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, à toi de décider ce que tu veux faire de cette information. Tu peux t'en servir pour te défendre si elle continue à répandre des mensonges sur toi, ou tu peux simplement t'en aller et la laisser creuser sa propre tombe. Quoi qu'il en soit, tu sauras que tu n'es pas le problème. Alors que Riley se levait pour partir, elle marqua une pause et se retourna vers moi. Pour ce que ça vaut, David, ta blague sur les tableurs à la fête de Noël, c'était plutôt drôle. Et tu as l'air d'être un type bien qui mérite mieux que d'être la honte secrète de quelqu'un. Après son départ, je suis resté assis à cette banquette du restaurant pendant 1 heure de plus, à contempler le dossier qu'elle avait laissé derrière elle. Tout ce que je pensais savoir sur mon mariage, sur ma femme, sur moi-même, avait été bouleversé en l'espace de 24 heures. Mais pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je ne me sentais plus la victime. J'avais l'impression d'être quelqu'un qui connaissait enfin toute l'histoire. Et ça, je commençais à comprendre, c'était la chose la plus puissante de toutes. Jeudi soir, j'étais assis sur mon canapé, mangeant les restes d'un plat chinois à emporter directement sorti du carton, et j'essayais de comprendre une série Netflix que je ne regardais pas vraiment quand mon téléphone a sonné. L'affichage de l'appelant m'a figé. Hélène, la mère d'Azel. L'espace d'une seconde. J'ai pensé laisser l'appel sur la messagerie. La famille d'Azel avait toujours été gentille avec moi, mais après tout ce qui s'était passé cette semaine, je ne savais plus trop où j'en étais. Était-il au courant de l'incident du restaurant? Azel leur avait-elle raconté le même mensonge qu'à ses collègues? J'ai décroché à la 4e sonnerie. Salut Hélène. David, mon chéri, comment vas-tu? Sa voix était chaleureuse et joyeuse, le même ton qu'elle utilisait pour nous inviter à dîner le dimanche ou pour demander si on pouvait l'aider à déplacer des meubles. J'étais en train de finaliser la liste des invités pour le dîner d'anniversaire d'Azel ce samedi, et je voulais m'assurer que tu n'avais pas oublié. J'ai failli m'étouffer sur ma voix. Dîner d'anniversaire chez Romano à 19 h. Tu sais comme elle adore cet endroit. J'ai réservé pour 12 personnes. Toute la famille et quelques amis proches. Je suis tellement excité d'entendre enfin cette grande annonce que vous avez préparée. Mon cerveau s'est complètement vidé. Une grande annonce. Oh, ne sois pas trop con avec moi. Hélène a ri. Azel me fait des allusions depuis des semaines sur le fait que tu as prévu quelque chose de spécial pour son anniversaire. Elle est radieuse ces derniers temps, disant que c'est peut-être le meilleur anniversaire qu'elle ait jamais eu. J'ai posé mon plat à emporter et me suis frotté le front. Hélène,
je pense qu'il y a une confusion. Pas du tout, ma puce. Elle m'a expressément dit de m'assurer que tu saches que c'était une tenue de soirée et que tu aurais probablement envie de dire quelques mots pendant le dîner. J'ai même commandé un gâteau spécial à cette boulangerie qu'elle adore en centre-ville. La pièce s'est mise à tourner. Hazel avait dit à sa famille que nous étions toujours ensemble. En plus, elle avait créé l'illusion que je préparais un grand geste romantique pour son anniversaire. À quel genre de jeu jouait-elle? David, tu es toujours là? Ouais, désolé. Je voulais juste m'assurer d'avoir bien compris les détails. Romano est à 19h samedi soir. Parfait. Oh, et David, je sais que le travail a été stressant ces derniers temps, mais voir à quel point tu rends ma fille heureuse est tout pour moi. Quoi que tu aies prévu pour samedi, je sais que ça va être merveilleux. Après avoir raccroché, je suis restée assise là, les yeux rivés sur mon téléphone comme s'il avait poussé des crocs. Stress du travail. Fille heureuse. Dans quel univers parallèle vivait Hélène où sa fille ne m'avait pas humilié publiquement 3 jours auparavant? J'ai appelé Malcolm immédiatement. Mec, tu ne vas pas me croire. J'ai commencé à lui raconter la conversation. Attends, donc Hazel a dit à sa famille que vous étiez toujours ensemble? Apparemment. Et pas seulement ensemble. Apparemment, j'ai prévu une grosse surprise romantique pour son anniversaire. C'est dingue. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis resté silencieuse un moment, pensant que j'allais y aller. Tu as perdu la boule? Réfléchis Malcolm. Elle a joué à des jeux, pas vrai? Elle invente des histoires, elle contrôle les récits, elle essaie de me faire passer pour la méchante pendant qu'elle s'en sort en sentant bon le rose. Mais là, c'est différent. Elle s'est piégée. Comment tu comprends? Parce que sa famille ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Ils pensent qu'on est un couple heureux avec une grande nouvelle à annoncer. Alors, soit elle doit leur dire la vérité sur ce qu'elle a fait, soit elle doit continuer à faire comme si tout allait bien. Et si elle continue à faire semblant, alors je peux contrôler la suite. Ça a l'air d'une idée terrible, sans doute. Mais j'en ai assez d'être la seule surprise par ce qui se passe dans ma vie. Il est temps que Hazel soit prise au dépourvu. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je suis allé faire du shopping. Rien de fou, juste un costume anthracite correct de chez Men's Warehouse et une cravate qui n'avait pas de tache de café. Le vendeur n'arrêtait pas d'essayer de me vendre des accessoires, mais je n'allais pas chez Romano pour impressionner qui que ce soit. J'allais mettre les choses au clair. Vendredi soir, j'ai appelé Riley. J'ai une faveur à te demander, ai-je dit. Et tu peux absolument refuser. Quel genre de faveur? Serais-tu prêt à m'accompagner au dîner d'anniversaire d'Hazel demain soir? En renfort, il y eut un long silence. David, es-tu sûr que c'est une bonne idée? Probablement pas, mais j'ai besoin de quelqu'un qui sache la vérité sur ce qui s'est passé. Quelqu'un qui puisse vérifier les faits si les choses tournent mal. Qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Dire la vérité. Toute la vérité. Sur les mensonges qu'elle a racontés au travail, sur ce qui s'est passé au restaurant, sur la fausse histoire de promotion. Sa famille mérite de savoir qui elle célèbre vraiment. Et tu penses que ma présence l'aidera? Je pense qu'avoir un témoin permettra à tout le monde de rester honnête, moi y compris. Riley resta silencieuse un instant. Bon, mais je veux que tu me promettes quelque chose. Quoi? Promets-moi que ce n'est pas une question de vengeance. Promets-moi que c'est une question de justice. J'ai réfléchi à cette distinction. La vengeance, ce serait arriver ivre-mort et faire une scène. La vengeance, ce serait laver son linge sale juste pour lui faire mal au dos. Mais la justice, c'était s'assurer que la vérité éclate. La justice, c'était refuser de la laisser réécrire l'histoire à mes dépens. C'est une question de justice, ai-je dit. Promis. Alors je serai là. Mais David, oui, mais le costume gris anthracite. Quitte à dire la vérité, autant être beau. Samedi soir, je me suis retrouvé devant le miroir de ma salle de bain, ajustant ma cravate pour la 3e fois. L'homme qui me regardait n'avait pas l'air de quelqu'un qu'on avait traité de moche et de bon à rien 3 jours plus tôt. Il avait l'air de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il valait. Mon téléphone a vibré, un texto de Riley m'a envoyé. Devant ton immeuble, prêt à faire ça. J'ai pris mes clés et me suis dirigé vers la porte. Pour la première fois de la semaine, j'avais vraiment hâte d'aller dîner.
Romanoès était exactement le genre d'endroit qu'on attend pour un anniversaire en famille. Lumière tamisée, nappe blanche et l'odeur du pain à l'ail qui vous envahit dès la porte franchie. J'étais venu ici avec la famille d'Azel une douzaine de fois au fil des ans. Toujours pour des occasions spéciales, des anniversaires, des remises de diplômes, le genre de moments censés compter. Riley et moi sommes arrivés à 6h55, en avance, comme il se doit, mais sans surprise. Elle avait l'air professionnelle dans sa robe noire et son blazer, une petite pochette qui, je le savais, contenait les copies imprimées de toutes les preuves qu'elle m'avait montrées au restaurant. Mon plan de secours au cas où les choses tourneraient mal. L'hôtesse nous a conduits à une grande table ronde dans un coin du fond où la famille d'Azel était déjà réunie. Ses parents, Hélène et Robert, étaient là, distingués comme toujours. Robert portait son costume bleu marine préféré. Hélène portait une robe crème qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Son frère Lucas était venu de Boston avec sa petite amie Sarah. Sa cousine Tasha était là avec son mari Mike et sa tante Dorothy préparaient déjà ce qui semblait être son deuxième verre de vin. David Hélène a failli bondir de sa chaise pour me prendre dans ses bras. « Tu es tellement beau. Et qui est cette charmante jeune femme ? » Voici Riley, ai-je dit d'une voix posée. Elle travaille avec Azel. J'ai pensé que ce serait sympa d'avoir quelqu'un de son bureau ici pour son anniversaire. Riley a souri et a serré des mains autour de la table, se présentant comme une collègue et une amie. La famille l'a accueillie chaleureusement, comme toujours avec les nouveaux arrivants. C'était une des choses que j'avais toujours appréciées chez Azel. Il faisait en sorte que tout le monde se sente inclus. « Où est la fille qui fête son anniversaire ?» a demandé Robert en regardant sa montre. « Elle sera là d'une minute à l'autre », ai-je dit en prenant la place qu'il m'avait réservée, juste en face de celle d'Azel. Positionnement stratégique. Tu sais comme elle aime faire une entrée remarquée ? Lucas a ri. Tu te souviens de ses 16 ans ? Elle était arrivée 2 heures en retard à sa propre fête parce qu'elle hésitait entre la robe bleue et la rouge. Et elle a fini par porter la noire, a ajouté Sarah avec un sourire. Nous avons bavardé quelques minutes. Le nouveau travail de Lucas, le voyage de Dorothy en Europe, la nouvelle de la grossesse de Tasha qui avait enthousiasmé tout le monde. Une conversation familiale normale, du genre dont je faisais partie depuis 2 ans et que je pensais poursuivre jusqu'à la fin de mes jours. C'était surréaliste d'être assise là, à faire comme si tout allait bien tout en sachant ce qui allait arriver. À 19h15, Azel entra. Elle était magnifique, je devais l'admettre. Sa coiffure était parfaite, son maquillage impeccable, et elle portait une robe rouge que je n'avais jamais vue auparavant, qui lui avait probablement coûté plus cher que ce qu'elle gagnait en une semaine. « B. David, dit-elle d'une voix soigneusement neutre. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. Je ne raterai pas ça, répondis-je en me levant pour tirer sa chaise, comme toujours. Joyeux anniversaire, Azel. Elle s'assit, raide, le regard errant entre Riley et moi, essayant visiblement de comprendre à quoi on jouait. La famille ne semblait pas remarquer l'attention. Ils étaient trop occupés à s'occuper de la fille qui fêtait son anniversaire, à complimenter sa robe, à poser des questions sur le travail, à suivre la routine habituelle du dîner familial. Le dîner commença normalement. Nous commandâmes des entrées, partagâmes du pain, et écoutâmes Robert raconter la même histoire du premier emploi d'Azel qu'à chaque réunion de famille. Azel joua son rôle à la perfection, riant au bon moment, remerciant tout le monde d'être venu, se comportant comme la fille et l'épouse aimante que tout le monde attendait d'elle. Mais je voyais bien les fissures se former. Sa façon de jeter des coups d'œil à son téléphone. Sa façon de toucher à peine à sa nourriture. Sa façon de lancer des regards interrogateurs à Riley, essayant de comprendre pourquoi un collègue gâchait son dîner de famille. Vers 20h30, après que le plat principal fut débarrassé et avant l'arrivée du dessert, Hélène tapota son verre de vin avec sa fourchette. Avant de servir le gâteau, elle annonça « Je crois que David a quelque chose de spécial à partager avec tout le monde. » Le silence se fit à table, tous les regards se tournèrent vers moi. Le visage d'Azel devint tout blanc. « En fait, dit-elle rapidement. On devrait peut-être attendre. » « Non, dis-je en me levant lentement. Je pense que c'est parfait maintenant. J'ai regardé autour de la table tous ces gens qui m'avaient accueilli dans leur famille, qui m'avaient invité à des fêtes, des anniversaires et des dîners du dimanche. Des gens qui méritent de savoir la vérité sur ce qu'étaient devenues leurs filles et leurs sœurs. D'abord, j'ai dit, je tiens à vous remercier tous de m'avoir accueilli ce soir. La famille d'Azel a toujours été incroyablement gentille avec moi, et cela signifie plus que vous ne l'imaginez.
Des murmures d'approbation ont retenti autour de la table. Hazel serrait sa serviette si fort que ses jointures étaient blanches. En fait, je ne suis pas ici pour faire une annonce. Je suis là parce que Hazel vous l'avait dit, et je ne voulais pas que vous soyez déçus de mon absence. Robert a froncé les sourcils. Je ne suis pas sûr de comprendre. Papa, s'il te plaît, a dit Hazel d'une voix de plus en plus aiguë. David est juste modeste. Il n'aime pas être le centre de l'attention. C'est vrai, ai-je dit. Moi non plus. C'est pourquoi j'ai été si surprise quand Hazel m'a mise au centre de l'attention dans un restaurant du centre-ville il y a 3 soirs. La température à table semblait avoir chuté de 10 degrés. Hélène semblait perplexe. Lucas se pencha, sentant le drame. David, dit Hazel d'une voix qui prenait un ton d'avertissement. On devrait peut-être en discuter en privé. En fait, je pense que tout le monde ici mérite de savoir ce qui s'est passé. Tu n'es pas d'accord, Riley ? Riley hocha la tête et prit sa main dans sa poche. Je pense que l'honnêteté est toujours la meilleure politique, demanda Tasha en regardant Riley et Hazel. Je suis Riley Chin de Morrison & Associates. Je travaille avec Hazel et j'étais au dîner auquel David faisait référence. Hazel se leva brusquement. Je crois qu'il y a eu un malentendu. On devrait peut-être s'asseoir, Hazel, dit Robert doucement. Sa voix exprimait l'autorité d'un père de 30 ans. Laisse David finir. Hazel se rassit, mais elle semblait prête à s'enfuir à tout moment. J'inspirais profondément. C'était le moment de vérité. Il y a 3 soirs, Hazel m'a invité à dîner avec ses collègues. Je pensais que c'était juste une sortie entre amis, une occasion de rencontrer ses collègues. Mais il s'est avéré que c'était tout autre chose. J'ai regardé Hazel droit dans les yeux. Son regard me suppliait d'arrêter, mais j'en avais assez de protéger ses sentiments au détriment de ma propre dignité. Elle s'est levée au milieu du restaurant, devant tout le monde, et m'a dit que j'étais moche. Elle a dit qu'un homme comme moi devrait être reconnaissant qu'elle soit sortie avec moi. Puis elle est partie, me laissant avec une note de 4 cents et une table pleine d'inconnus. Le silence qui a suivi était assourdissant. Hélène était bouche bée. Lucas avait l'air d'avoir reçu une gifle. Dorothy a reposé son verre de vin avec un tintement sec. Ce n'est pas Hazel qui a commencé. Ce n'est pas quoi ? Les jeux interrompus. Ce n'est pas vrai. Riley était là. Elle a tout vu. Elle peut vérifier chaque mot. Riley a hoché la tête solennellement. J'ai bien peur que David dise la vérité. Et il y a plus que vous devez tous savoir. Plus. La voix de Robert était dangereusement basse. La raison de ce dîner, les mensonges qu'elle a racontés au travail, la fausse promotion qu'elle prétendait obtenir. Tout ça. Votre fille a vécu une double vie. Et David a payé le prix de sa tromperie. Hazel a fini par craquer. Vous ne comprenez pas. Aucun d'entre vous ne comprend ce que c'est que d'être marié à quelqu'un qui... Quelqu'un qui quoi ? Ai-je demandé. Quelqu'un qui vous aime. Quelqu'un qui soutient vos rêves. Quelqu'un qui a un travail honnête et qui rentre à la maison tous les soirs. Quelqu'un qui est inférieur à moi. A-t-elle crié, puis a immédiatement semblé horrifiée d'avoir dit cela à voix haute. La table a explosé. Hélène a halté. Robert s'est levé si vite que sa chaise est tombée. Lucas s'est mis à jurer dans sa barbe. Mais j'ai juste souri parce qu'enfin, Hazel avait dit la vérité sur ce qu'elle ressentait vraiment et que tout le monde l'avait entendu. Les mots flottaient dans l'air comme la fumée d'un accident de voiture, épais, étouffant et impossible à ignorer. Quelqu'un qui est inférieur à moi. Même Hazel semblait choquée d'avoir dit cela à voix haute, sa main se portant à sa bouche comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre refouler les mots. Mais c'était trop tard. La vérité était là, maintenant, nue, laide et indéniable. Robert prit lentement sa chaise et se rassit, le visage couleur de béton. C'était un homme qui avait travaillé dans le bâtiment pendant 30 ans avant de créer sa propre entreprise. Quelqu'un qui comprenait la valeur du travail honnête et des gens bien. Entendre sa fille dire que quelqu'un était inférieur à elle, c'était probablement comme la voir cracher sur tout ce qu'il lui avait appris. Hazel Marie Patterson, chuchota Hélène en utilisant le nom complet d'Hazel, comme elle ne le faisait que lorsqu'elle était furieuse ou le cœur brisé. Qu'est-ce qui t'a pris ? Hazel regarda autour de la table comme un animal pris au piège, ne voyant que des visages déçus et un langage corporel fermé. Lucas avait les bras croisés et secouait la tête.
Sarah semblait vouloir disparaître. Tasha fixait sa cousine comme si elle ne l'avait jamais vue auparavant. Même Dorothy, qui avait toujours été la tante préférée d'Hazel, s'était détournée. Tu ne comprends pas, dit Hazel d'une voix désespérée. Tu ne sais pas ce que c'est que de travailler dans ce bureau avec ces gens-là. Elles ont toutes des maris qui réussissent, des carrières importantes, de belles voitures, des vêtements chers. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Un mari qui remplit les rayons et qui pense qu'Applebee's est un restaurant gastronomique. Je ne remplis pas les rayons, dis-je doucement. Je gère la logistique et je coordonne les chaînes d'approvisionnement. Et je n'ai jamais pensé qu'Applebee's était un restaurant gastronomique, mais je n'ai jamais eu honte d'y manger avec toi. C'est ça le problème, s'exclama Hazel. Tu te contentes de la médiocrité. Tu es heureuse d'être ordinaire. Tu ne veux pas plus. Tu ne cherches pas mieux. Tu acceptes simplement ce que la vie te donne. Riley s'éclaircit doucement la gorge. Puis-je dire quelque chose? Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle sortit le dossier qu'elle avait apporté et le posa sur la table. Je travaille avec Hazel depuis 2 ans. Elle a commencé, la voix posée et professionnelle. Pendant ce temps, je l'ai vue créer une version entièrement fictive de son mariage et de la carrière de son mari. Elle a raconté à tout notre bureau que David est un analyste financier prospère qui parcourt le pays pour conclure des accords avec des entreprises du Fortune 500. Les sourcils de Robert se sont levés. Analyste financier. Elle avait même des cartes de visite fictives au nom de David, le présentant comme associé dans un cabinet fictif. Elle a utilisé ses mensonges pour réseauter avec des clients, justifier ses ambitions professionnelles et tenter d'obtenir une promotion qu'elle n'a pas méritée. Riley a ouvert le dossier et a étalé quelques documents. Il s'agissait de mails et de messages dans lesquels Hazel se plaignait de devoir assister au dîner client de David et de la façon dont sa réussite était à la fois une bénédiction et un fardeau pour sa carrière. Hélène a pris l'un des emails imprimés, son visage devenant de plus en plus confus à chaque ligne. Hazel, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi inventer des histoires sur le travail de David? Parce que la vérité est embarrassante, hurla Hazel. Tu sais ce que ça fait d'assister à des réunions avec des femmes dont les maris sont médecins, avocats et PDG, et de devoir expliquer que le mien gère les stocks dans un entrepôt? Tu sais de quoi je me sens? Ça donne l'impression d'être marié à un homme travailleur avec un bon travail, dit Lucas, la voix serrée par la colère. Papa travaillait dans le bâtiment. Hazel, était-il inférieur à maman? C'est différent. Comment? En quoi est-ce différent? Hazel ouvrit la bouche, puis la referma. Elle n'avait pas de réponse, car il n'y en avait pas. La seule différence était sa propre vision tordue de ce qui faisait la valeur d'une personne. La promotion qu'elle mentionnait, poursuivit Riley. Elle n'a pas été retenue, non pas parce qu'elle n'était pas qualifiée, mais parce que lorsque son patron a commencé à vérifier certaines de ses déclarations sur sa vie privée, il a découvert les mensonges. Elle est actuellement en période d'essai au travail. Bon sang, Hazel, marmonna Tasha. Alors, le dîner d'il y a 3 soirs, dis-je en reprenant le fil, n'était pas une célébration de sa réussite. C'était censé être sa grande stratégie de sortie. Larguer publiquement son mari embarrassant, se réinventer en femme célibataire accomplie et espérer que personne ne fasse le lien avec tous les mensonges qu'elle racontait. Robert fixait sa fille comme s'il ne l'avait jamais vue. Tu prévoyais ça? Tu prévoyais d'humilier ton mari en public? Je n'avais rien prévu, protesta Hazel. C'est arrivé comme ça. J'étais contrarié par le travail et frustré par notre relation, et j'ai pété les plombs. Riley fouilla à nouveau dans son dossier et en sortit une autre feuille. En fait, ces textos entre toi et Ivy du jour du dîner suggèrent le contraire. Elle glissa la feuille à Robert, qui la lut en silence. Son visage s'assombrissait à chaque ligne. J'en ai assez de faire comme si c'était la vie que je voulais, lut-il à voix haute. J'en ai assez d'être reconnaissante pour des miettes. Tu as envoyé ça 1 heure avant le dîner, Hazel. 1 heure avant de te lever dans ce restaurant et de traiter ton mari de moche. Hazel a d'un coup perdu son sang-froid. Elle s'est affalée sur sa chaise comme si on lui avait coupé les cordes. Vous ne comprenez pas la pression que je subis. Les attentes? Quelles attentes? Demanda Hélène, la voix légèrement brisée. On ne s'attendait pas à ce que tu épouses un homme riche. Chérie, on ne s'est jamais soucié de ce que David faisait dans la vie. On se souciait qu'il soit bon pour toi, qu'il te rende heureuse, qu'il te traite avec respect. Bon, peut-être que tes attentes n'étaient pas assez élevées,
dit Hazel avec amertume. C'est tout. Robert se releva et, cette fois, il ne se rassit pas. Tu sais quoi, Hazel? Tu as raison. Nos attentes n'étaient pas assez élevées. On attendait de toi de la gentillesse. On attendait de toi de l'honnêteté. On attendait de toi que tu traites ceux qui t'aiment avec la plus élémentaire décence humaine. Apparemment, la barre était trop basse. Il sortit son île à jeter $200 sur la table et à regarder sa femme. Hélène, j'aimerais rentrer à la maison maintenant. Papa, attends, a commencé Hazel. Non, j'en ai assez entendu. David, Riley, c'était un plaisir de vous rencontrer. Il s'est retourné vers sa fille et Hazel, vous pouvez rentrer chez vous ce soir. Je ne tolérerai plus ce comportement. Un par un, la famille a commencé à partir. Lucas m'a serré dans ses bras et a murmuré, je suis désolé, mec. Je n'en savais rien. Sarah m'a serré l'épaule. Tasha a secoué la tête et a dit, ce n'est plus elle. Même Dorothy, qui en était à la moitié de son 3e verre de vin, a réussi à dire, cette fille a besoin d'apprendre la gratitude. Fiston, il n'y avait que moi, Riley et Hazel assis à une table pleine d'assiettes abandonnées et de serviettes froissées. Joyeux anniversaire, ai-je dit doucement. Hazel a levé les yeux vers moi, le mascara coulant sur ses joues. Es-tu heureux maintenant? Tu as ruiné ma relation avec ma famille. Je n'ai rien gâché, Hazel. Je leur ai juste dit la vérité. La vérité? La vérité, c'est que tu es responsable d'entrepôt, que tu conduis une Honda vieille de 10 ans et que tu t'achètes des vêtements chez Target. La vérité, c'est que je me suis contenté de moins que ce que je méritais parce que je pensais que l'amour était censé suffire. Riley se leva et rassembla ses papiers. La vérité, c'est que tu avais un mari qui t'aimait, une famille qui te soutenait et un travail où tu étais respecté pour tes compétences, et tu as tout gâché par honte d'une vie que la plupart des gens trouveraient plutôt bien. Elle m'a regardé, prête à partir? J'ai hoché la tête et me suis levé. Alors que nous nous dirigions vers la sortie, j'ai entendu Hazel crier derrière nous. David, attends. On peut en parler. On peut arranger ça. Je me suis retourné une dernière fois. Elle avait l'air petite, assise seule à cette grande table ronde, entourée des décombres qu'elle avait elle-même créés. Non, Hazel, on ne peut pas, parce que tu viens de dire à une salle pleine de monde que je suis inférieur à toi. Et honnêtement, je commence à penser que tu le es. C'est vrai. Je suis indigne de toi. Je suis indigne du genre de personne qui ment à ses collègues, trahit la confiance de sa famille et humilie quelqu'un qu'elle prétend aimer juste pour se sentir mieux. Riley et moi sommes sortis dans la fraîcheur de la nuit, laissant Hazel seule avec son gâteau d'anniversaire et les conséquences de ses choix. Pour la première fois en 4 jours, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Je pensais que Romano serait la fin de tout. Vraiment. Après avoir vu sa famille la quitter, après avoir vu son expression de dévastation totale lorsqu'elle a réalisé les conséquences de ses actes, je me suis dit qu'Hazel allait se retirer, panser ses plaies et, avec un peu de chance, faire un sérieux examen de conscience sur la personne qu'elle était devenue. J'avais tort. Le premier signe que les choses allaient empirer est arrivé dimanche matin, lorsque mon téléphone s'est mis à vibrer de notifications Facebook. Je consultais rarement les réseaux sociaux, mais le nombre impressionnant d'alertes a piqué ma curiosité. En ouvrant l'application, j'ai senti mon estomac se nouer. Hazel était devenue folle. Elle avait publié un long statut décousu à propos de violence psychologique et manipulation narcissique, et enfin le courage de quitter une relation toxique. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était les photos. Elle a ressorti toutes les photos peu flatteuses de moi des 2 dernières années. Celle où j'étais en train d'éternuer au mariage de sa cousine. La photo spontanée du matin de Noël où j'étais à moitié endormi, la tête en bas. Une photo floue d'un camping où j'avais l'air en sueur et épuisé. Elle les avait toutes postées avec des légendes du genre « Voilà à quoi j'ai gâché ma jeunesse ». Et mesdames, ne vous contentez jamais de moins que ce que vous méritez. Mon téléphone a sonné. Malcolm, mec, tu vois ça? Ouais, je le vois. Elle a perdu la tête. C'est dingue, même pour elle. J'ai parcouru d'autres publications. Elle avait partagé des captures d'écran de vieilles conversations par SMS, soigneusement retouchées pour me faire paraître autoritaire et déraisonnable. Un message où je lui demandais de me prévenir quand elle rentrerait saine et sauve est devenu la preuve de mon besoin de surveiller chacun de ses faits et gestes. Une blague.
J'avais fait des commentaires sur ses dépenses, qui étaient présentés comme de l'abus financier. Qu'est-ce que tu vas faire, a demandé Malcolm. Rien, ai-je répondu en fermant l'application. Qu'elle creuse sa propre tombe. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Dès lundi, elle avait commencé à envoyer des messages directement aux gens. Mes collègues, de vieux amis de fac, et même ma voisine âgée, Madame Chin, qui s'était retrouvée sur sa liste d'amis. Elle leur envoyait des liens vers des articles sur la violence psychologique, accompagnés de messages personnels expliquant qu'elle était enfin prête à dire la vérité sur notre mariage. Le plus fou, c'est que ça s'est retourné contre moi immédiatement. Des gens qui me connaissaient vraiment ont commencé à réagir. Mon pote Jason du lycée a commenté une de ses publications. « Mec, je connais David depuis 15 ans. Ça ne lui ressemble pas du tout. » Ma collègue Sandra a partagé une publication d'Azel avec sa propre légende. Ayant travaillé avec David pendant 3 ans, je peux dire que cette description ne correspond pas à l'homme que je connais. Mais Azel a redoublé d'efforts. Elle a créé un groupe Facebook privé appelé Survivants de manipulation émotionnelle et invité des dizaines de connaissances communes à se joindre à eux. Elle se présentait comme une survivante courageuse et moi comme une sorte de monstre qui avait systématiquement détruit son estime de soi pendant 2 ans. L'ironie était à couper au couteau. Mardi, c'était le pire. J'étais au travail, essayant de me concentrer sur un bordereau d'expédition, lorsque mon patron, Kevin, m'a convoqué dans son bureau. « David, j'ai une question à te poser et je veux que tu saches que je n'en crois pas un mot, mais je dois suivre le protocole. » J'ai eu un pincement au cœur. Que s'est-il passé? J'ai reçu un appel ce matin d'une personne prétendant être ta femme. Elle a dit que tu la harcelais, que tu te présentais à son travail en proférant des menaces. Elle voulait savoir s'il existait un programme d'aide aux employés pour les auteurs de violences conjugales. J'ai senti le sang me quitter. Kevin, je n'ai pas vu Azel depuis samedi soir. Je ne l'ai pas appelé, ni envoyé de SMS, ni approché de son bureau. Tu peux consulter mes relevés téléphoniques, mes caméras de sécurité, tout ce que tu veux. Comme je l'ai dit, je n'y crois pas. Mais elle avait l'air très convaincante, très bouleversée. Elle a parlé de déposer une ordonnance restrictive. Une ordonnance restrictive pourquoi? C'est ce que j'ai demandé. Elle a dit que tu la harcelais et quelle était la preuve de ton comportement contrôlant. Je me suis frotté les tempes, sentant un mal de tête monter. Kevin, c'est complètement inventé. Elle essaie de détruire ma réputation parce que j'ai révélé ses mensonges à sa famille. Je me doutais bien que quelque chose du genre se tramait. Mais David, tu dois faire attention. Si elle dépose des papiers, même faux, ça pourrait compliquer les choses au travail. Tu devrais peut-être parler à un avocat. Ce soir-là, j'étais assise dans ma cuisine, en train de manger un sandwich triste, me demandant si je devais engager un avocat que je n'avais pas les moyens de payer, quand quelqu'un a commencé à frapper à la porte de mon appartement. Pas à frapper comme s'il essayait de la défoncer. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Azel debout dans le couloir, les cheveux en bataille, le maquillage taché, tenant ce qui semblait être une bouteille de vin. David, je sais. Tu es là. Il faut qu'on parle. Je n'ai pas ouvert la porte. Azel, tu dois partir. Tu ne peux pas rester ici. Tu as ruiné ma vie. Tu as monté ma famille contre moi. Le moins que tu puisses faire, c'est de m'écouter. Rentre chez toi, Azel. Appelle quelqu'un pour qu'il vienne te chercher. Je n'ai nulle part où aller. Mes parents ne veulent pas me parler. Lucas m'a bloqué sur tout. Même ma cousine me prend pour un monstre. Les coups se sont intensifiés. J'entendais la porte de Madame Chin s'ouvrir au bout du couloir. Ce n'est pas ma faute, Azel. Tu t'es fait ça toute seule. Espèce de... Tu te crois parfaite, n'est-ce pas? Tu te crois meilleure que moi. Le langage qu'elle utilisait, le volume, le désespoir absolu dans sa voix. C'était comme écouter une étrangère. Ce n'était pas la femme que j'avais épousée. Ce n'était même pas la femme qui m'avait humilié au dîner la semaine dernière. C'était quelqu'un de complètement dérangé. J'appelle, sécurité, dis-je à travers la porte. Allez-y, appelez-les. Dites-leur que votre ex-femme vous harcèle. Ajoutez-le à l'histoire de votre victime. Mais elle a dû m'entendre au téléphone, car les coups ont cessé. Le temps que la sécurité de l'immeuble arrive, vous voulez porter plainte? Oui, ai-je dit.
Je crois que je dois le faire. En remplissant le rapport d'incident, j'ai réalisé à quoi ressemblait le fond du gouffre. Pas l'humiliation publique au restaurant. Pas les mensonges au travail. Pas même le dîner de famille infernal. C'était ça. Debout dans le couloir de mon appartement à minuit, documentant la dépression nerveuse totale de ma femme pour un rapport de sécurité. Mais vous savez quoi? Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je n'avais pas pitié d'elle. J'avais pitié de la personne qu'elle était avant que le poison qui s'était infiltré dans son âme ne la transforme en ça. Mais la femme qui hurlait dans mon couloir, menaçant mon travail, essayant de détruire ma réputation, c'était une étrangère pour moi. Et les étrangers ne peuvent pas me gâcher la vie simplement parce qu'ils ont gâché la leur. Les 2 semaines qui ont suivi ont été comme regarder un accident de voiture au ralenti. Hazel n'a pas disparu en silence dans cette douce nuit. Elle s'est mise à hurler et à poster ses histoires sur tous les réseaux sociaux qu'elle a pu trouver. Les photos n'étaient qu'un début. Elle a commencé à faire des vidéos TikTok, de vraies vidéos TikTok sur les signaux d'alarme dans les relations et comment repérer la manipulation émotionnelle. Dans chacune d'elles, elle brandissait une autre photo peu flatteuse de moi comme une preuve dans un procès pour meurtre. Moi mangeant une pizza la bouche ouverte. Moi l'air perplexe à sa fête de Noël au bureau. Moi dormant sur le canapé après une journée de travail de 12 heures. Voilà à quoi ressemble un arrangement, mesdames, disait-elle à la caméra de son téléphone. Ne faites pas mes erreurs. La section des commentaires était brutale, mais pas comme elle l'avait imaginé. On a commencé à la critiquer pour avoir publié des photos sans autorisation. D'autres ont souligné que les tactiques de manipulation qu'elle décrivait semblaient plutôt normales, comme lui demander où elle allait en partant à 23 heures ou suggérer de respecter un budget. Puis elle a découvert Instagram Live. Je n'ai découvert ces séances que parce que Malcolm a commencé à les regarder comme une émission de télé-réalité. Il m'appelait pour me tenir au courant. Mec, elle est à nouveau en direct en pleurant sur la façon dont tu n'as jamais acheté ses fleurs. Où elle lit nos anciens messages textes sur la caméra et les analyse comme un professeur de littérature. Le pire, c'est quand elle a trouvé notre album de mariage. Elle a parcouru la page par page en direct, soulignant toutes les façons que j'avais ruiné notre journée spéciale. Comment j'avais l'air mal à l'aise sur les photos, j'étais nerveux. Comment je n'ai pas pleuré pendant la cérémonie. Je ne suis pas vraiment un crieur. Comment mon garniture a l'air de la classe basse par rapport à ces demoiselles d'honneur. Ils étaient mes amis du travail à l'université. Regardez son visage ici, elle a dit à son public peut-être 30 personnes qui tiennent notre première photo de danse. Cela ressemble-t-il à un homme qui me mérite? Mais voici le problème des effondrements publics. Finalement, les gens se lassent de les regarder. Ses disciples ont commencé à tomber. Les commentaires sont devenus plus méchants. Même ses amis de travail ont cessé de s'engager avec ses messages. C'est à ce moment-là qu'elle a changé de tactique et a commencé à poursuivre ma réputation directement. Elle a créé de faux comptes pour laisser de mauvaises critiques pour mon entreprise, affirmant que j'étais peu professionnel et incompétent. Elle a trouvé mon profil LinkedIn et a commencé à envoyer un message à mes connexions avec des avertissements sur mon personnage. Elle a même appelé ma mère, pour lui dire